Bonjour, bienvenue sur notre émission hebdomadaire. Chers internautes, nous avons aujourd'hui sélectionné pour vous le thème du lien mystique entre musique et peinture. Pour vous illustrer cela, voici le portrait d'un insolite peintre lituanien. M.K. Čiurlionis est né le 22 septembre 1875. Il est fils d'un père organiste. Il visite l'école musicale de Plenge. Čiurlionis joue dans l'orchestre du prince Mykola Orginski. Il est en désaccord avec l'académisme de ses maîtres. Il compose plus de 20 œuvres polyphoniques. Il étudie également des partitions et suit des leçons célèbres du psychologue et philosophe russe. Čiurlionis étudie également le dessin. Et il voyagera dans de nombreux centres culturels de l'Europe centrale, comme Prague, Dresde, Nuremberg, Munich ou Vienne. Il aura par la suite une maladie et quelques problèmes financiers. Čiurlionis s'éteindra au sanatorium en 1911. Nous allons tenter de comprendre comment l'artiste lie musicalité et ésotérisme dans son quatuor de tableaux, la Sonate du Soleil. Un petit aperçu du contexte historique, culturel et esthétique. Contemporain de Cézanne, Čiurlionis vise déconstruction des formes et modernité. Des théoriciens de l'art, tels Arani et Etkin, ont même pu lui attribuer la paternité, avant Kandinsky, de la première œuvre de peinture abstraite de l'époque moderne. Čiurlionis a certainement été marqué dans sa méditation métaphysique par l'influence de l'Orient, aussi bien au travers de son intérêt pour les doctrines de l'Inde que de son attrait envers les civilisations antiques mésopotamiennes. L'œuvre de Čiurlionis dévoile un sentiment d'actualité, quasi prophétique, en cette fin de XXe siècle, plus encore peut-être qu'à l'orée où elle a été conçue. Quelques années avant que n'éclate la Première Guerre mondiale, dans le grave pressentiment de la fin d'un monde. Un peintre musicien. Čiurlionis est à la fois un compositeur, auteur de nombreuses œuvres pour piano, pour orgue, musique de chambre et musique symphonique. Ensuite, parce que dans sa peinture même, Čiurlionis introduit un principe de composition musicale. Ce n'est pas chez lui un artifice, ni même un simple procédé technique, mais une démarche en profond accord avec le sens de sa quête créatrice. Quête qu'on peut qualifier comme celle du rythme fondamental organisateur de l'harmonie de l'univers, et que la peinture permet dans une certaine mesure de fixer, échappant au flux du temps qui conditionne la musique. La méthode de Čiurlionis. Il élabore les éléments picturels, visuels, selon un principe emprunté à la musique. La reproduction répétée d'une forme picturale, originaire, tirée de la réalité, qui s'éloigne peu à peu de celle-ci pour atteindre le domaine de formes idéales ou fantastiques. Čiurlionis ne part pas de l'impression suscitée chez l'auditeur par la musique, mais de la pensée du compositeur. Les goûts musicaux de Čiurlionis sont Chopin, les symphonies de Beethoven, Wagner, la sixième de Tchaïkovski, mais par-dessus tout Bach. Il a également un intérêt pour la littérature, la philosophie et l'histoire ancienne, les mathématiques et la cosmologie, les sciences naturelles. Il voyait le monde comme une grande symphonie. Pour une méditation conciliant symbolisme et ésotérisme. Un artiste capable d'inspirer et d'ouvrir des voies encore inexplorées. L'attrait extraordinaire pour Čiurlionis provient d'une émotivité, sincérité, passion et errement qui se manifestent dans son œuvre. L'art de Čiurlionis invite à un voyage dans le pur et vaste monde de la féerie. Un voyage de l'imagination dans l'espace cosmique jusqu'au soleil et aux étoiles. Œuvre peut-être dite symbolique, c'est parce qu'elle participe d'un symbolisme universel et qui traverse les temps sans être d'un temps en particulier. Vyacheslav Ivanov est particulièrement sensible au profond sentiment cosmique et au sens de l'unité de l'univers ou du lien entre notre univers et d'autres mondes. Il rapproche enfin Čiurlionis des aspirations de Wagner et de Scriabin à un art total. Il écrit ainsi à sa fiancée, Sophie Kamontaite, le 15 octobre 1908, à propos d'une visite au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Il y a ici de vieux bas-reliefs assyriens avec de terrifiantes divinités ailées. Je ne sais d'où elles viennent, mais il me semble que je suis parfaitement familier avec elles, qu'elles sont aussi mes divinités. Menant à l'harmonie, à une synthèse des arts. L'œuvre de Čiurlionis
a une signification non seulement artistique, mais aussi métaphysique. Ce qui s'exprime au travers de cette œuvre, c'est une méditation sur l'univers et ses lois, sur la tension entre ordre et le chaos, entre le temps et l'éternité, sur la grandeur et la fragilité des civilisations et de l'homme. Son message est universel, ou alors il est une volonté d'obtenir une synthèse directe des deux genres. Par exemple, le désir de Kandinsky de créer une musique des couleurs. Voici une de ses œuvres picturales qui illustre les propos. La sonate du soleil, Sole Sonata, 1907. Un conte pictural sur le soleil et le monde naturel qu'il a créé et qui vit sa jeunesse, sa maturité et son crépuscule. L'élément cosmique intervient comme source première du monde concret qui détermine le rythme général de sa vie. Allegro, joyeux. Une quantité de soleil qui brille sur une ville, château bleuté, produisant une impression de fantastique, de mirage. On a une composition, une dynamique d'horizontale et de diagonale, où prédominent les tendances verticales. La lecture du tableau doit aller de bas en haut. Le point de départ, le soleil du bas, le plus grand et le plus brillant, reflété par deux autres, plus petits. Le soleil est confronté à d'autres motifs, une colline avec des peupliers, un château fantastique, de hauts portiques, le motif de la main levée. Entre le château et le portique, à peine visible, le contour d'un oiseau. Ces motifs exposés le long de l'horizontale inférieure vont trouver un développement agité dans l'espace, construit en diagonale, qui occupe tout le centre. La mélodie initiale, amplifiée, devient un hymne au soleil levant. On distingue dans la reprise du thème, à l'horizontale supérieure, les bords d'un rivage, et le même groupe de motifs que dans l'exposition. Mais ils sont organisés maintenant en un groupe compact, qui donne une impression de sérénité, d'autant plus que les contrastes de couleurs entre le bleu et le jaune, très sensibles dans l'exposition du motif en bas, se sont largement atténués. Dans cette reprise, un rôle important revient à l'oiseau qui étend ses ailes avec ampleur. Andante, audacieux. Ici, tout contraste avec le premier tableau. Le chaud coloris brun-jaune est associé aux teintes de l'ambre qui se trouvent sur les rivages ensablés de la Baltique. Le mouvement d'ensemble va ici de haut en bas. D'en haut tombent puissamment les rayons du soleil de midi qui pénètrent la sphère ambrée de la Terre. Les brumes d'un lointain passé émergent les pyramides élevées dans un désert brûlé par le soleil. La Terre est baignée par ces rayons. Les puissants rythmes d'une large envergure, la confrontation du volume circulaire de la Terre avec des lignes droites, des arbres et les rubans onduleux des rivières. Tout cela crée le sentiment d'un calme épique, souligné par le caractère monumental que prennent les rayons du soleil groupés en colonnes. Scherzo, malicieux, joueur. Ici règne l'harmonie lyrique de la nature lorsque vient le soir. Un paysage modestement réaliste est mêlé à l'envol de la fantaisie. Des nuages au milieu des prairies, en fleurs, des arbres pris au milieu des grilles, le croissant de lune inscrit dans la sphère du soleil. C'est le rythme qui donne son sens au tableau. Il prend naissance avec le groupe de 3 papillons en bas à droite, de couleurs différentes, vert, rouge, jaune. Volant au-dessus des grilles et sous les nuages où se reflète le soleil couchant, bien encadré par le sombre massif d'arbres, il forme une sorte de tableau dans le tableau. Cette mélodie est reprise dans une variante légèrement plus élevée sur la gauche. Ce n'est plus le ciel, mais une rivière. Le dessin mélodique s'élève dans une double courbe, soulignée par une double série de fleurs au bord de l'eau. Mais là-bas, au loin, les verticales dorées d'un pont fantastique entre les deux hauts massifs d'arbres. À droite en haut, par contraste, une horizontale au-dessus de laquelle se distingue à peine le disque du soleil. La fine verticale des 2 papillers ne vient pas rompre la sereine horizontalité de cette sorte de coda du scherzo qui annonce la tombée de la nuit. Le soleil a disparu. Dans la froideur du ciel nocturne, ne brillent plus que des étoiles lointaines. Il règne un silence de mort. La cloche de la nature qui crée la vie s'est tue. La cloche est prise dans une immense toile d'araignée qui contribue à donner à ce final un léger rythme circulaire qui équivaut à une absence de mouvement. Derrière cette toile d'araignée, on distingue des silhouettes de vieillards assis sur des trônes.
la tête ornée de Comparaison. couronnes d'or fantastique, Gustave Klimt, penchée en avant, L'arbre de vie, plongée dans un 1900. sommeil de mort. Ce sont les rois légendaires du folklore lituanien. La composition en forme de sonate est encore renforcée par la reprise dans la partie inférieure de la cloche des motifs des 3 mouvements précédents qu'on peut apercevoir en haut. Ce final nocturne est bien la synthèse et le Paul point d'orgue Klee, d'une œuvre Parnassus. magistralement organisée. 1932. Parfois, je pouvais aussi prendre une image camarade. Paul Klee. Ici, nous avons un rapport similaire entre la musique et la peinture, une recherche de nouvelles représentations et les mêmes dynamiques. On retrouve la symbolique du soleil et une admiration de l'homme envers cette lumière, une atmosphère quasi divine et une relation avec l'éternel, le cycle et le cosmos. Du point de vue de Kandinsky, avec la quête du Kurlunis et le Le point commun entre Kandinsky et Kurlunis est de rechercher non pas l'abstraction, mais de nouveaux univers encore à explorer. Une fois de plus, on peut avoir le ressentiment d'une recherche d'unité dans un monde au-delà du réel chez ces artistes. L'œuvre de Kurlunis plonge ses racines dans la terre de Lituanie, mais aussi dans un monde invisible d'où elle porte un regard sur le destin du monde et des civilisations. C'est bien une œuvre à valeur universelle. Après son décès, Kurlunis est devenu un des symboles de la Lituanie. En France, il reste fort méconnu. Et les enregistrements discographiques d'œuvres du compositeur sont peu nombreuses. Et lors de la 2e exposition internationale des post-impressionnistes à Londres en 1912, seuls quelques tableaux de Kurlunis furent présentés au public occidental. Adoșeavă bujangla, putem dar zumado, putem dar zumado, la 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 la, ho ha ha, la 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 la, di 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 di, la 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 la. E krumja kjela vel, ja kavera šudel, e tritonja kamel, la la e de la la, ha 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 ha, ja la 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 la, di la 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 la, e la 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 la. Nevla de sokamel. Min khokhavel